Hugo Berger, bienvenue au podcast. Merci beaucoup. Comment ça aujourd'hui? Je me sens très bien, malgré les nids de poules De Montréal. qui ont parsemé mon chemin. Oui. J'explique toujours un petit peu la mise en bouche de pourquoi on fait ça aujourd'hui. Évidemment, c'est Maude Belleval, la cofondatrice de WeVancing, qui nous a mis en contact par courriel. Oui. On a fait un appel exploratoire. Et ce que je fais dans ces appels-là, évidemment, c'est d'établir le fit, l'énergie, la vibe, voir si, évidemment, il y a un potentiel de faire un épisode ensemble. Mais aussi, ce qu'on a parlé, c'est une relation d'affaires long terme aussi, dans le sens de collaborer plus loin que le podcast. Puis on a fait ça, tu m'as invité au BNI, c'était vraiment, là, j'explique un peu la ligne du temps. Et aujourd'hui, on se retrouve pour faire le podcast, parler de ton parcours entrepreneurial, parler de l'entreprise en tant que telle, évidemment, Atelier B2B. Oui. Et parler de ta vision long terme. Est-ce qu'on parle des autres aussi? On peut parler des autres, 100%. Je veux dire, multi-entrepreneur. Mais first thing first, parle-moi un petit peu de ton parcours, Hugo. Ça a commencé où, l'entrepreneuriat? C'est venu naturellement? Je te laisse pencher. L'entrepreneuriat, la première initiative entrepreneuriale que j'ai eue, c'est ça s'appelle le Café K.O. C'est un bar qui est une coop de travail qui avait pignon sur rue, sur la rue Saint-Denis. Et puis, donc, en fait, moi, j'ai été barman à l'époque. J'ai été barman pendant plusieurs années. Puis, j'ai un ami avec lequel je suis allé au cégep qui est en train de monter ce projet-là. Donc, ça se voulait un bar étudiant avec une vocation là, très communautaire. Là, donc, on offrait des repas à 5 $ parce qu'on était vraiment entre l'université du l'UQAM puis le cégep du Vieux-Montréal. Oui. Fait que, tu sais, on offrait des dîners à 5 $. Il y avait des soirées culturelles avec des thématiques, des soirées cabaret. Puis, non, c'était vraiment fun, mais c'était une coop. Fait que ça, c'est une école d'entrepreneuriat. Oui. C'était assez pour savoir que ça ne me tentait pas d'être dans une coop, là. Le modèle de d'entreprise. Est-ce que tu veux expliquer? Parce que c'est pas un modèle d'entreprise qui est, je pense, un petit peu méconnu. Comment fonctionne un peu cette structure-là? OK. Ben en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde a, disons, son droit de parole dans une coop. Il y a différents types de coop. Nous, on était dans une coop de travail. Donc ça veut dire que c'est pas nécessairement tous les gens qui travaillent dans la coop, mais il y a au moins, je pense, de 3 à 4 personnes qui doivent être membres de la coop. Tu peux avoir des employés qui ne sont pas des coopérants, si tu veux, là. Puis les décisions se prennent dans des rencontres qui s'appellent des assemblées délibérantes. OK. Et l'assemblée délibérante, mon cher ami, c'est d'un laborieux, d'une inutilité. Oh my God. Non, mais c'est parce qu'en fait, ça nous prenait des rencontres de 6 heures pour choisir la couleur du tapis, là, parce que tout le monde avait son mot à dire. D'accord. On était 8, nous, dans notre coop. Hein? Donc, Café K.O. Et donc, tout le monde doit être en accord avec la décision ou? Ben, c'est sûr que, tu sais, on apprenait, autant qu'on apprenait à gérer une business en tant que tel, autant qu'on apprenait comment fonctionne une coop en tant que telle. Donc, tu sais, il y a eu des... Disons on a développé des porteurs de dossiers aussi dans notre coopérative. Mais je te dirais, bon, on n'était peut-être pas une coopérative modèle de ce que c'est une coop en général. Là. Okay. Je te dirais que le fondateur, Pierre, serait mieux placé pour t'en parler. Lui, il a continué à évoluer dans le milieu communautaire, mais ça n'a pas été mon cas. Donc, on se situe en quelle année? Je te dirais que je suis très gêné de te dire que non. Regarde, j'ai 55 ans, j'avais 24 ans. On va faire le calcul. On est en... 21 ans, c'est ça? C'est ça? 21, Pardon? Ça fait 21 années environ? Non. Non? Ça, 50 ans. 31 années. Ouh! Ah ouais, hein? OK. Ben oui, t'as raison. T'as raison, parce que oui, 31 années. Fait que t'enlèves 31 années. OK. Ça nous donne 1997. All right. J'étais pas né encore. Ça a dit long. 99, baby. Ouais. OK, donc toi, tu as réalisé justement que c'était pas... tu te voyais pas perdurer dans cette en fait, coop-là? Ce qui se passe, c'est que pour être transparent avec toi, c'était tellement le party. Parce que le bout, le fun, là, c'était de construire la coop. Oui, j'imagine. Là, on a pris 3 mois tu sais, à aller chercher des morceaux pas chers, négocier avec d'autres coops, nettoyer la place, monter le bar, faire des formations. Moi, j'avais déjà une formation à l'ITHQ. Puis j'ai formé les autres à faire du service de bar.
bar. Puis, tu sais, ces affaires-là, là, c'était vraiment le fun. Quand on a ouvert le bar, là, le party a commencé. Puis là, quand tu es propriétaire d'un bar, le party, pour toi, c'est pas... non, c'est pas de midi à 3 heures. Non. Non, c'est de 3 heures du matin à 6 heures. Fait que j'étais jeune et énergique et plein d'enthousiasme, mais après 3 mois, j'étais déjà tanné. T'étais épuisé, là. Fait que j'étais allé me reposer en travaillant au Club Med. Wow, OK, parle-moi de ça. C'est quand même une belle évolution. Est-ce que c'est une opportunité qui est tombée sur la tête? T'as fait tes recherches? Travailler pour le Club Med, ça fonctionne comment? En fait, j'ai reçu une invitation. Je me souviens même pas par où c'est passé. Mais c'était puisque je travaillais dans un bar. Ah, OK. Ouais. Puis, comme j'étais propriétaire d'un bar, en fait, ce qu'ils font, comment ils fonctionnaient dans ce temps-là, parce que c'est il y a 30 ans. Quand même, ça a changé depuis. Ça a changé parce que le Club Med, à l'époque, appartenait à une famille qui s'appelait les Trigano. Et ils ont vendu il y a quelque chose comme 10 ans, là, ou un petit peu plus. Là. OK. Puis c'est plus exactement la même chose. Mais dans le temps, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se promenaient de ville en ville, puis ils faisaient une rencontre de groupe. Fait qu'ils rencontraient un groupe de différentes spécialités. OK. Moi, j'ai été invité à aller pour les bars, les spécialistes de bars. Ouais. Puis comme j'avais une formation ITHQ, ça fait un peu glam. Clairement. J'avais un bar. Clairement. Puis ils se sont dit, OK, on va le placer dans un 4 tridents. Fait qu'ils m'ont fait travailler dans un Club Med haut de gamme. OK. Qui était Columbus Island aux Bahamas. Wow, OK. Fait que, c'était particulier. Quel genre de job que tu avais sur place? C'est un géo. La différence entre un géo et un GM, le géo, c'est la structure, je pense que c'est encore la même. Là. C'est que, comment ça fonctionne un Club Med, c'est que tu as différents types d'activités qui sont organisées par des géos. Puis ça, c'est des gens qui viennent des jeunes, qui viennent d'un peu partout dans le monde. Tu sais, qu'un géo, en général, va avoir en 18 et 25 ans, mettons. Là. OK. En moyenne, il y en a qui restent plus longtemps, tout ça, mais la norme, sont assez jeunes. Ça ne paye pas tant bien non plus. Puis, OK, fait que les géos, c'est comme des animateurs, si tu veux. Fait que là, tu vas avoir le géo d'animation, tu vas avoir le géo plage, tu vas avoir le géo barman. OK? OK, donc. Les GM, c'est les gentils membres. Géo, c'est gentils organisateurs. GM, c'est gentils membres. Fait que ça, c'est les gens qui viennent dépenser leur argent dans le tout inclus. Et puis, tu as le personnel régulier qui est les gens qui sont sur place, les natifs. Comme moi, j'étais aux Bahamas, il y avait plein de Bahamiens qui venaient travailler. Qui venaient aider au bar. C'est eux autres qui font le gros de l'ouvrage. Bien sûr. OK. Mais le géo, c'est le gars qui vient d'un autre pays puis qui fait partie d'un groupe international d'animateurs. Donc, c'était, OK, chargé de l'animation, des festivités. Quand tu es géo, tu fais un peu il y a des affaires que tous les géos font, comme les Crazy Signs. Fait que les Crazy Signs, c'est... j'en apprends, là, c'est cool. Là. Écoute, je suis content que ça t'amuse. Moi, ça me rappelle des souvenirs. Les Crazy Signs, c'est que quand les gens arrivent de l'aéroport, ils débarquent d'un petit autobus, là, puis là, il y a 2 colonnes de géo qui se mettent de chaque bar. Puis, ça, c'est l'accueil. Les Crazy Signs, c'est une autre affaire dans le même genre. Fait que là, on tape des mains, puis on danse une petite chanson. Puis là, les gens arrivent, puis là, ils montent les escaliers. OK, ça me dit quelque chose. Les Crazy Signs, c'est une danse chorégraphiée sur une musique où les mains, tu l'as déjà entendu. Là. Tu fais ça à la fin de toutes les soirées, le spectacle. Il y a une chose aussi, c'est les géos, ça fait aussi les spectacles. Donc, j'ai été appelé à faire de la danse chorégraphiée, donner des shows devant les gens. Mais c'était pas ça ma job. Ma job, c'était barman. Non, c'est ça. Mais ça t'a amené à faire ça pareil. Voilà. Il faut que tu le fasses. Ça fait partie de ta définition de job, le géo, dans ce temps-là. Mais à quel moment tu t'es dit, hey, je veux vivre cette expérience-là, c'est le bon moment, je le fais, le saut, c'est quand même pendant une longue période, c'est plusieurs mois. Non, ça n'a pas duré tant. Ça a duré une saison. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand tu es géo, tu es là, tu es en poste techniquement pour 6 mois jusqu'à ce que tu sois remplacé. Des fois, il y a des longueurs et tout ça. Puis moi, j'avais quand même le bar. C'était une coop dont j'étais propriétaire aussi. Fait que, je me suis dit, je vais prendre un break, m'aller là. Je m'attendais à retourner au bar, mais finalement, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné, OK. Fait que, surtout que j'ai fait une saison, puis je suis pas revenu travailler au Club Med après. Qu'est-ce que ça t'a amené, cette expérience-là, concrètement? Beaucoup de... je te dirais une connaissance peut-être d'une clientèle plus internationale et élitique, parce que c'était une place qui était très dispendieuse. OK. Fait que aussi des gens très riches, très aisés. Ça m'a fait découvrir les cigares cubains.
que j'adore encore aujourd'hui. Des discussions super, j'imagine, assez intéressantes aussi avec des membres, là. Je te dirais oui, puis avec des Bahamiens aussi. Oui. J'avais un très bon ami sur place qui était... je pense que c'était comme le kingpin de la place, dans le sens que c'est lui qui était pas mal à la gestion du monde illicite sur place. Si tu voulais, mettons, du pot sur place, c'était pas mal le gars, là, tu sais. La référence. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il était aide au bar, ce gars-là. OK. Et puis, il était très chummy avec moi. Ouais. Puis, à un moment donné, disons que j'étais parti sur une mauvaise route. OK. Puis, il m'a dit, Hugo, arrête de faire ça, là, c'est pour les Blancs, ça. Il m'a donné un petit peu de pot, il m'a mis ça dans les mains, tu prends ça à la place. Ça va être bien mieux. Puis, comme de fait... Oh! Ça m'a sorti de ma petite dérape. Aïe, aïe. OK. Puis on a été chummy après. J'adore ça. Je t'essaie de te faire les histoires courtes, là, mais comme tu peux le constater, je peux étirer ça. J'adore ça. Puis c'est des histoires les plus intéressantes aussi à partager dans un podcast, le parcours, l'expérience. Fast forward, t'es revenu au Québec. Oui. La coop. La coop, il y avait des enjeux avec le monde interlope. Fait que ils se sont fait approcher parce que quand tu as un bar à Montréal, voilà, j'en dirais pas plus que ça. En tout cas, il y a eu des négociations, tout ça. Puis moi, j'ai été écarté un peu. On m'a demandé de rester à l'écart. OK. Fait que j'ai continué de rouler ma bosse, de travailler dans des bars. OK. Puis, je te dirais, le prochain step, ça a été de m'expatrier. Fait que je suis allé travailler comme un peu barman itinérant en Europe. Wow. Que je me suis promené en France. Okay. Je suis allé à Amsterdam aussi. Ouais. Hein? OK. J'avais gardé l'habitude que mon ami m'avait créée. Voilà. Bien sûr. Et puis, j'ai resté à Amsterdam un bon bout. J'ai travaillé, en fait, il y a une possibilité quand tu es un backpacker qui va dans les auberges de jeunesse. Oui. Encore une fois, c'était il y a un certain temps, donc j'étais jeune. Et tu peux être engagé par l'auberge de jeunesse pour travailler là, puis tu ne payes pas ta chambre, tout ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai traîné les pieds là quelques mois. À l'auberge, le nom, j'ai toujours adoré. Ça s'appelait le Flying Pig. Le Flying Pig, OK. Le cochon volant. Oh, d'accord. C'est très, très sympathique. Je suis revenu ici, puis pour fermer peut-être la parenthèse avec la job de bar. La dernière job de bar que j'ai eue, c'était au Casino de Montréal, section haute mise. Section quoi? Haute mise. OK. Qu'est-ce que ça implique? Haute mise, OK. Les hautes mises. Oui, bien sûr, OK. C'est des gens qui sont les plus dépensiers du casino, qu'à un moment donné, quand tu réalises qu'ils dépensent 10 000 par mois, on les invite tranquillement à aller dans une pièce avec des fauteuils en cuir, un buffet à volonté, puis des gens comme moi qui sont là pour leur servir gratuitement de l'alcool, puis les écouter se plaindre du casino. Je trouve ça intéressant parce que on dirait qu'il y a beaucoup de gens que, évidemment, j'ai eu la chance de parler avec, qui ont des parcours différents, atypiques et tout ça, mais juste dans la première partie de l'entrevue, tu m'as nommé tellement d'informations, d'expériences de vie, en fait. De changer de pays en pays, de travail en travail. Il y a peu de gens qui se permettent de vivre ces expériences-là, qui restent dans le confort aussi, de dire j'ai une stabilité avec un travail, fait que pourquoi me casser la tête à... Fait que je me demande, toi, c'était-tu un besoin intrinsèque de vivre sa vie puis d'essayer d'autres choses, de se challenger peut-être, de sortir de sa zone de confort? Comment je pense que le challenge, c'est vraiment un moteur pour moi, effectivement, oui. Faut que j'essaye de vivre des choses, faut que je chante que je suis vivant, puis que, tu sais... OK. Donc, je pense que ça vient de là. Naturellement. Tu as toujours eu ça, cette espèce de drive-là. Cette drive-là, oui. Oui, absolument. La découverte, aller vers les autres. Bien sûr. Tu sais, c'est très social, une job de bar. Puis ce que je fais maintenant, ça l'est tout autant. Là. C'est très... Oui, on va aller c'est une bonne école, en fait. OK. Avoir des clients. Ouais. Puis derrière un bar, sauf que l'enjeu qu'il y avait avec derrière le bar, c'est que c'est ça, tu peux pas les suivre, tu sais, dans le sens où quand tu sers des drinks, tu peux pas continuer une conversation avec quelqu'un. Tu sais, t'as certaines... Un peu une finalité, là, tu sais. C'est ça. Donc, le chemin vers l'entrepreneuriat, vers tes entreprises en ce moment, c'est arrivé à quel moment par la suite?
Une grossesse. Ma blonde est tombée enceinte du OK. moment, puis je me suis dit, écoute, ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que tu as d'autres choses de plus ambitieux à faire dans la vie que de faire des drinks. Puis quand tu as un enfant, tu sais, c'est le genre de remise en question. Fait que je me suis dit, je vais faire d'autres choses. Donc, je suis retourné aux études. Moi, j'ai un talent de dessin, je dessine. Je vais faire quelque chose d'artistique. Fait que je suis allé étudier en multimédia. Il y avait un programme ça s'appelait Intégration multimédia. Oui. Puis, j'ai fait ce programme-là avec plaisir. C'était très, très créatif. Ouais. Puis, ça m'a permis, en fait, de renouer avec ce côté artistique-là avec lequel je suis vraiment dans mon... J'avais complètement... Je griffonnais, là, mais c'était tout, là. Fait que j'ai proposé un projet étudiant, un projet final, parce que pour conditionnel à la fin de notre cours, là, qui était, à ma grande surprise, qu'il y a plusieurs personnes qui ont adhéré. Ouais. Le projet s'appelait Calvaire, puis c'est une bande dessinée interactive. Fait que moi, je faisais les dessins, puis là, il y a des gens qui ont fait des animations, on a fait des jeux interactifs avec ça. Puis on a gagné un prix national, un prix Boomerang. Fait que quand on a gagné le prix Boomerang, à un moment donné, on a festoyé à la fin pour célébrer la fin de la formation, le prix. Puis j'ai proposé qu'on fasse une business avec ça. Nice. Fait qu'on a fait Narquois Studio. Fait qu'il y a 4 de mes collègues, en fait, quasiment les meilleurs de la classe, là, se sont dit, OK, on va se lancer, on embarque avec toi. Fait que ça, c'était OK, wow, mais quand même, je veux dire, sortir justement de proposer un projet, d'embarquer des gens... Comme je disais tantôt, tu aurais pu penser, hey, j'allais me chercher un travail peut-être dans ce créneau-là directement, ça va peut-être plus facile. Mais tu te dis non, je vais me lancer en entreprise. Je vais lancer une business, littéralement. Oui, comme j'avais goûté à l'entrepreneuriat un peu. C'est vrai, t'as raison. Donc, puis dans ce temps-là, il commençait à y avoir comme une espèce de vague d'entreprises pour faire dans le web, dans le... toutes les présences en ligne, là, ça commençait, là, tu sais. Fait que là, on était rendu, je pense, là, c'est 2002 à peu près. Ah, ça, c'est le web, la bubble. La bubble, ouais. La bubble Internet, en tout cas, mais .com bubble, mais c'est par rapport au site web, là, mais oui, le web commençait vraiment à être mis de l'avant. Donc, tu vois ma fille est née en 2000... Puis j'ai fini mes études en 2002. Ouais. Fait que, oui, donc c'était pas mal ce temps-là. Fait que, tu sais, s'il y avait un engouement pour ça, fait que, puis, mais ce qui est arrivé, moi, tu sais, ce que je voulais faire, c'était la bande dessinée interactive qui était le sujet de notre projet qui avait... Mais, oublie ça, ça a pris 5 minutes, tout le monde a mis ça de côté. Non, on va faire les sites web. Parce que c'était à la mode de faire les sites web. Ben ouais. Fait que, mais on disait peut-être plus tard. Moi, je me disais, OK, ben, tu sais, peut-être qu'on va pouvoir faire ça plus tard. Ouais. Puis ce qui est arrivé, pour la petite histoire, c'est que les gens m'ont dit, là, qui c'est qui va vendre? Fait que personne ne voulait vendre. Qui veut faire la vente? Qui va faire la représentation, le développement d'affaires. Fait que personne n'en voulait de ce poste-là. Fait que ça a commencé par une discussion, puis c'est devenu un ultimatum. C'était, regarde, Hugo, si tu veux qu'on continue, va falloir que tu fasses les ventes. Parce que personne ne voulait le faire, soit parce que ça leur faisait peur, parce que c'était pas soit parce qu'il n'y avait pas de formation. Non, tout simplement parce qu'il y avait un peu de mépris pour la profession. Oui. Fait que le mélange de tout ça. Là, fait que puis c'est tombé dans ta cour, dans le fond. C'est ça. OK. C'est Bibi qui a fait le développement d'affaires, puis guess what? J'ai aimé vraiment ça. Mais tu savais pas, tu n'avais jamais fait le... Okay. Tu avais autant... Je l'avais fait, mais là, tu sais, une vie d'un papy comme moi, c'est long, là. Je sais pas tout dit. Là, papy, t'as dit? Ouais, papy, ben là, j'essaie d'assumer mon âge. J'ai déjà fait, genre, les jobs de vente un petit peu moins glorieuses. OK. J'ai été, écoute, peut-être que ça te donnera aucune référence, là, mais... Déjà, tu vois, c'est quoi le Labbé? Là, ça vient de faire au centre-ville. Ouais. Labbé, ça battait son plein, il y en avait un petit peu partout. Ouais. Puis dans le Labbé, il y avait une gamique qui était un studio de photo. Il y avait un studio de photo. Là, c'est legit, tout est correct. Ouais. Sauf que la gamique entre le Labbé et le studio de photo, c'est que le studio de photo te remettait un pamphlet où tu avais une photo gratuite. Ouais? Oh. Puis ça, c'était cool pour le Labbé parce que ça te faisait revenir dans le Labbé. Puis là, tu traversais le couloir. Puis là, tu achetais des bebelles, comprends-tu? Ben oui. Ben que là, tu es dans le Labbé une fois, tu reçois ton truc, tu prends un rendez-vous, tu reviens une deuxième fois, puis tu reviens chercher tes photos une troisième fois. Le Labbé est heureux. La personne revient 3 fois. Ouais? Je comprends. Sauf que quand la personne venait chercher sa photo gratuite,
C'était qui l'accueillait? C'est moi. Bibi. Fait que, puis ils nous avaient formés pour faire vraiment des ventes à pression émotive et tout ça. Fait que, tu sais, Dans le genre? Dans le genre, un spiel. Je sais pas si tu connais c'est quoi un spiel. Un spiel, c'est vraiment un discours pour étourdir ton client. Oh! Fait que tu dis beaucoup de mots. Oui. Pour amener, quand tu vois qu'il est mélangé un peu, tu t'attires son attention sur autre chose. Interesting. OK. Il y a des trucs comme travailler avec un crayon, faire des calculs parce que les gens suivent des yeux, puis faire dire oui très, très souvent aux personnes. Oui, des stratégies de vente, là. C'est vraiment des trucs de... Puis j'ai découvert, quand j'ai fait ce job-là, ça n'a pas duré longtemps, j'ai trippé sur justement la vente et le fait qu'on peut avoir d'influence sur les gens, mais j'aimais tellement pas... La méthode? La manipulation. Oui, c'est ça. J'aime influencer, mais manipuler, je suis pas à l'aise avec ça. Tu comprends? Oui. Fait que dans la manipulation, dans le sens, il y a un excellent livre que je vous recommande à tous, moi, qui est de Robert Cialdini, qui est Influence. OK. Robert Cialdini, c'est un psychologue qui a écrit un livre pour prévenir les gens de la manipulation. C'est devenu un best-seller chez les vendeurs, en passant. Mais dans l'intro de son livre, il explique c'est quoi la différence entre la manipulation puis l'influence. Okay. Puis il nomme l'intention. Oui. Fait que quand tu veux aider tes clients, tu sais que tu vas leur apporter de la valeur. C'est comme toi, tu as un modèle d'affaires. Oui. Tu sais que tes clients, tu vas leur apporter de la valeur. Oui. Ben, les tentatives de les influencer sont légitimes parce que tu veux leur apporter, tu veux améliorer leur qualité de vie, right? Exact, oui. Mais quand tu veux juste partir avec leur argent, tu les manipules. C'est vrai. Voilà. Quand tu crois pas au produit. C'est ça. Puis c'était pas mal la manipulation. Fait que ça n'a pas duré longtemps. Mais tu étais bon, j'imagine, dans la compétence. Déjà, ouais, c'est ça. Tu es capable d'en vendre des photos. C'est ça. T'sais? Mais ce qui est drôle, par contre, c'est que, tu sais, les ventes à pression comme ça, émotives, les gens... C'est une des raisons pour laquelle, tu sais, c'est pas cool, c'est parce que les gens s'en rendent compte. Après, tu sais, je me suis fait avoir, moi, là. Ouais, c'est après. Ouais. Souvent, il y avait des gens qui revenaient, tu sais, avec le package qu'on leur vendait, avec les cadres, puis tout ça. Puis non, je veux rembourser, moi, j'en veux pas de vos photos, là, tu sais. Okay. Ben, tu sais, genre, un scénario fréquent, c'est que tu vois, t'as une dame qui arrivait avec un des enfants, puis là, on lui expliquait que, tu sais, une photo, ça dure toujours, puis ça vaut 1000 mots, puis c'est de l'émotion, puis tu sais, ça se remplace pas, puis ça vaut la peine d'investir là-dedans, puis là, elle rentre chez eux avec le package à coupe de 100$, puis le mari dit que c'est ça, c'est quoi cette affaire-là, puis là, le mari revient en beau fusil. C'est ça. Fait que c'était peut-être... OK. Avant de travailler là, j'ai été libraire aussi, puis ça aussi, c'est de la vente un peu, là, mais c'est pas mal plus soft, là. Oui. Ouais. OK, wow. Fait que là, pour revenir justement dans ton rôle de vendeur, non, j'adore ça. Les gens aussi vont adorer ça. C'est le fun d'avoir du contexte. Mais. Fait que la business partie du prix, boomerang, Hugo va faire la vente. Là, ça a été vraiment la confrontation Puis j'ai été vraiment chanceux. Parce que j'avais un voisin que je n'avais pas croisé depuis longtemps. OK. Puis c'est un gars qui avait une business qui a dû fermer. Puis on le croise sur la rue, puis tu sais, je lui dis bonjour, on s'échange des politesses, comment ça va, puis tout ça. Puis là, je dis qu'est-ce que je fais, là, j'ai une nouvelle business. Mais tu sais, j'apprends à vendre, puis je sais pas trop par où commencer. Il me dit, regarde Hugo, il dit, si tu me laisses te faire une présentation sur mes produits et services, parce qu'il était devenu assureur corpo, il dit, je vais te donner un crash course là, sur comment vendre. OK. Fait que, tu sais, j'avais commencé à lire des livres, regarder des vidéos, mais tu sais, ça tourne en rond, mon affaire. Je savais pas ce que je faisais pendant tout. Lui, il m'a mis les yeux en avant des trous. C'était égal, là. Fait qu'il est arrivé chez nous, à un moment donné, il dit, OK, Hugo, là, c'est quoi votre patente, là, qu'est-ce que vous voulez faire? On veut vendre des sites web. Oui. OK, tu veux vendre des sites web? À qui tu veux les vendre? Ben là, on va vendre ça à des entreprises. OK, des entreprises comme quoi? Ouais. Fait que là, je nomme une couple d'entreprises. Sais-tu comment tu vas leur vendre ça? Oui, c'est ça. Fait que je dis, je sais pas trop. Je peux leur envoyer déjà des courriels. Des courriels? Ouais. Ben dans ça, là, ça fonctionnait pas. C'était pas tant... Ça commençait, les courriels. Oui, c'est vrai. Plus, c'était quand même assez solide en 2000. Fait que, il me dit, non. Il se lève. Ouais. Puis il est allé chercher un bottin des pages jaunes. Ça, je sais pas si tu sais c'est quoi. Oui. Mais c'était dans nos chaumières. C'est utilisé, là. C'était utilisé. On utilisait beaucoup de téléphones ensemble. Il a pris le bottin, il l'a mis en avant de moi.
Tu l'appelles. Tes clients sont là-dedans. Fait que là, wow. sais-tu comment tu vas les contacter maintenant? Fait qu'il est allé chercher le téléphone. Mais ouais, c'est comme ça que tu vas les... Tu sais, j'en mets un peu, mais vraiment pas tant que ça. C'était comme ça, l'imagine. C'était pas de fioriture, là. C'était tac, tac, tac. Fait, incroyable. Fais-toi une liste, trouve-les, appelle-les, ça va se passer comme ça, propose-les d'aller les rencontrer. Puis, écoute, j'ai fait ce qu'il a dit, puis grâce à ce gars-là, j'ai fait rapidement des ventes pour... ça n'a pas été facile, là, mais au moins, je savais ce que je faisais, ce que je savais pas pantoute. Puis je te dis, ça m'a donné la piqûre de le montrer à d'autres, parce que après avoir vécu ça, je me suis dit, hey, j'espère qu'un jour, je vais pouvoir faire ça pour quelqu'un d'autre. Je suis capable de le montrer, de l'expliquer, Moi. Parce que j'imagine que tu développes une formule, sans dire peut-être un script, là, une formule quand tu appelles un prospect. Comment ça s'est passé les premières fois? Tu as appelé ces prospects-là? Tu peux t'en douter, c'était pas très, très habile. Je veux dire, tu tombes ça sur la secrétaire, probablement, puis après, il faut que tu passes à travers... Ou tu avais peut-être l'entrepreneur directement au téléphone. Tu sais, ma business aujourd'hui, mon core business, c'est de la prospection téléphonique et multicanal. Fait que tu vois, je suis parti de là pour développer une business là-dedans. Fait que je te dirais la différence entre là et maintenant, c'est vraiment la technique et l'expérience. Je te dirais, je l'enseigne maintenant, tu sais, les techniques de prospection qui sont pas mal plus complexes que ce que mon ami de l'époque m'a montré, là. Mais ça reste la base parce que, tu sais, ce que je te dirais qui est un enjeu aujourd'hui pour les jeunes entrepreneurs, c'est que je pense que c'est vraiment générationnel. Ils sont intimidés à l'idée de parler, d'avoir une conversation en temps réel avec un autre être humain spontanément, sans avoir, tu sais. Puis oui, il y a un côté qui est tout à leur honneur dans le sens de ne pas vouloir, tu sais, déranger, tout ça. Mais en même temps, il y a un côté que de gérer la tension émotive, le stress d'avoir, de confronter. L'inattendu. C'est ça. Fait que je te dirais... En même temps, ça me donne bien de l'ouvrage là, de le faire pour eux là, en ce moment. Mais tu sais, ils ont tout à gagner à parler à leurs clients. À développer ça. Fait que je te dirais, quand tu as une offre de service qui est onéreuse, ou je te dirais premium... Onéreuse, c'est premium, c'est ça. C'est ça. Plus pour rester dans le positif, là, premium. Donc, quand tes services coûtent assez cher, quand tu as un déficit de notoriété, tu sais, que le monde ne te connaît pas. Moi, je ne suis pas bombardier. Là. Atelier B2B, personne ne connaît ça. Puis, quand tu as une certaine complexité dans ce que tu as à vendre, il faut que tu aies des conversations avec tes clients. Tu mises sur la connexion, le lien de confiance, créer ça au début? Déjà, je te dirais, le fait que ce soit un être humain qui prend la peine de t'appeler en 2026, ça a une valeur en soi. Puis les clients commencent de plus en plus à le constater. Le fait d'avoir une conversation en temps réel, tu sais. Puis, mais au-delà du cold call, puis d'aller chercher des nouveaux clients, de casser la glace que je fais pour mes clients, le fait d'avoir de réelles conversations avec le client pour lui expliquer ce que tu fais, d'être en mesure de répondre à ses clients. Parce que si tu le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Puis surtout, puis là, le problème qui pointe avec cette façon de faire-là, c'est que, mettons que tu investis des milliers de dollars en automatisation, que tu envoies des courriels, puis ça va bien. Puis l'IA te fait faire des textes, puis tout ça, puis tu envoies tout ça. Puis tu ne parles pas à ton client, tu as investi des milliers de dollars, là. Mais ton concurrent qui, lui, le moment donné, qui va se décider de parler à ton client, lui, il a été réchauffé, là. L'idée, il trotte dans la tête, ça y reste top of mind parce qu'il reçoit constamment de la documentation là-dessus. Il est réchauffé, mais à un moment donné, il faut y parler à ce client-là. Je ne sais pas si tu as vu cette tendance-là. De plus en plus de jeunes, début de vingtaine, se lancent en affaires, puis c'est des vidéos qui sortent sur le web, là, mais ils proposent des services de secrétaire comme AI, intelligence artificielle, automatiquement la voix, d'avoir une discussion quand quelqu'un prend le téléphone. Je me demande, encore une fois, là, ça revient dans l'automatisation, l'efficacité, puis je comprends, là, tu sais. Mais encore une fois, le côté humain, ça revient. Moi, de me faire répondre, tu sais, dans le sens, ça peut être, à un moment donné, ça va être difficile de discerner peut-être l'AI avec l'humain, la tonalité, puis... Mais reste qu'on va être capable peut-être de trouver qu'il manque l'approche humaine, justement, la connexion. C'est comme, OK, mais pourquoi? Fait qu'ils ne veulent pas prendre le temps de mettre un humain sur mon dossier, par exemple.
Tu sais, il y a peut-être aussi cette déconnexion-là que je trouve triste, mais oui, effectivement. Comment tu vois ça? Effectivement, tu as bien raison. C'est un petit peu dommage qu'on ne pense pas à cet aspect-là. Puis, tu sais, les gens, quand ils font un achat, ça se fait par émotion, la plupart du temps. Puis, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on fait un achat, puis on commence par acheter la personne, oui. Après, on va acheter son entreprise, puis après, on va acheter le service. Oui. Mais si tu essaies de passer ton service au travers de la gorge des gens sans avoir pris le temps de t'expliquer t'étais qui, c'était quoi Comme moi, aujourd'hui, avec l'expérience, maintenant, quand je fais la promotion de mon entreprise, qu'est-ce que je mets de l'avant? Mes valeurs. J'ai 4 valeurs principales, c'est de ça que je parle. Je fais toujours des liens avec ça. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment des valeurs que j'habite, qui se transposent dans mon entreprise. Puis si c'est des valeurs qui ne résonnent pas avec mes clients, ben ça fait déjà tout de suite le ménage. Mais ceux avec lesquels ça résonne, ça accélère le cycle de vente. Fait que s'il y a quelque chose que je peux vous recommander, c'est trouver c'est quoi vraiment les valeurs. Mais tu sais, il y en a qui voient ça, les valeurs, mission, vision, valeur, c'est l'ABC de l'entreprise, puis qui essaient de le faire un peu comme une machine à saucisses, là, comme tu le vois sur toutes les sites. Non, il faut vraiment se poser la question, c'est quoi mes valeurs? Pourquoi je fais ce que je fais? Puis de le transposer dans ta pratique. Puis quand tu es capable de faire ça, ben t'amènes de la valeur à tes clients. T'sais. Oui. Sans faire de jeu de mots. Oui, quand tu comprends, tu as les valeurs, mais ça, c'est de créer un lien dès le début, surtout si tu ne peux pas t'asseoir sur ta notoriété. Oui, effectivement. Bon exemple pour mon podcast, dans le sens, les rencontres exploratoires, c'est nécessaire parce que la personne ne me connaît pas. Je suis pas rendu un Mike Ward hyper connu avec un ça podcast. Va venir. Tu continues. Oui, c'est ça. J'espère me rendre là, puis je veux me rendre là, mais il faut quand même créer ce lien au tout début de dire, regarde, OK, mais je suis qui? Tu as une offre à me proposer, évidemment. OK, mais parle-moi de toi, parle-moi d'objectifs, parle-moi de l'entreprise. Toutes ces questions-là sont répondues dans la rencontre. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne bien, parce qu'il y a un lien qui est développé dès le début. Il y a une structure aussi, puis je pense que la confiance, en amenant une certaine structure, de dire, regarde, voici, qu'est-ce que tu peux t'attendre à recevoir à travers ce service-là. La timeline aussi est importante. En tout cas, en faisant de la vente, de cette manière-là, j'ai pu développer un certain réseau. Là. Je pense que le réseautage, c'est vraiment la place où tu devrais aller par la nature de ce service-là. Ouais. Absolument. C'est vrai. J'en fais, mais je devrais, comme tu dis, essayer d'en faire davantage dans différents milieux. Là. Ben, ça vient combler aussi un besoin de socialiser. Parce que, tu sais, tu es un entrepreneur, tu as une petite structure, tu es souvent seul. Puis, tu sais, c'est une autre chose aussi que je recommanderais à tous les gens qui se lancent en affaires. Trouvez-vous un réseau. Moi, je recommande beaucoup BNI en passant, je fais partie d'un BNI. Pourquoi? Parce que BNI, c'est un club école par excellence pour le réseautage. C'est quelque chose d'extrêmement structuré, extrêmement clair. Tu sais exactement ce qu'on s'attend de toi. Oui. Mais tu sais, il y a plein d'autres activités de réseautage auxquelles je participe. Je participe à Yule Relations, qui est un excellent groupe de réseautage aussi. Le groupe Performance, qui est un autre excellent groupe de réseautage. La Chambre de commerce. On a parlé de la Chambre de commerce. On a parlé de la Chambre de commerce CCMM. Là. Mais ça, c'est différent. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Tu sais. La Chambre de commerce, son objectif, c'est le rayonnement de Montréal. Mais un club de réseautage comme BNI, l'objectif, il est différent. C'est le référencement des membres. Tu sais. Oui, OK. Mais vraiment, un BNI, c'est la pour place une première, quelqu'un qui se lance, ça serait... Se faire les dents, là. OK. Parce que tu es bien accompagné. Absolument. C'est exactement quoi. Il y a des milliers d'heures de podcasts, il y a une structure incroyable, il y a une structure d'accueil à l'interne. Puis, au-delà de ça, puis je suis encore là, mais je sais comment réseauter. Pourquoi je suis encore là? C'est parce que dans un club de réseautage, je t'en ai nommé 3 clubs de réseautage, là. Dans un club de réseautage, tu as la proximité avec des gens qui vivent ta réalité. Ce que tu n'as pas en tant qu'entrepreneur. Tu sais, quand tu es entrepreneur et que tu arrives à la maison, quand tu parles à ta famille, ils te regardent comme si tu avais 3 têtes là, quand tu commences à parler de tes problèmes. Puis ils changent de sujet. Mais tu sais, quand tu as 20 personnes alentour d'une table qui vivent des trucs similaires, là, ça vient comme une deuxième famille. Puis ça te remplace ton CA que tu aurais dans une grande entreprise, par exemple, aussi. Bon point. Moi, c'est rendu que je trouve que l'accès aux membres, aux experts de plein de secteurs d'activité qui sont complémentaires aux tiens, ça a presque plus de valeur que les références que ça m'amène. J'adore ça. C'est l'aspect connexion, brainstorm, mastermind, de dire
j'ai une problématique. Avez-vous des suggestions? Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Je sais pas trop comment naviguer là-dedans. J'ai déjà vécu quelque chose, j'ai entendu parler, la personne a fait telle chose, peut-être tu pourrais. Tu sais, il y a cette ouverture-là que tu dis, oh mon Dieu, je me sens compris. Absolument. Mm. Tu sais, c'est vraiment... Puis ça fait ouvrir les yeux aussi parce que, tu sais, quand tu es dans ta pratique, surtout quand tu fais tout, là, c'est un peu comme un homme orchestre, quand tu as une petite structure. Oui, tous les chapeaux. Tu as tous les chapeaux. Là, Ouais. À un moment donné, tu es comme, on dit avoir le nez sur l'écorce. C'est ça. Tu n'as plus de perspective. Mais quand, c'est ça, le fait d'avoir plusieurs Exact. entrepreneurs autour de toi, ça t'en donne une, tu sais. Puis, je pense que ça peut être confrontant aussi pour la personne qui n'a jamais fait de réseautage, de parler de lui-même ou d'elle-même, de faire son pitch. C'est quelque chose de très intéressant. Un club de réseautage rigoureux comme le BNI, c'est toutes les semaines. Right. Tu t'engages à être là ou te faire remplacer. Fait qu'à toutes les semaines, tu vas pitcher. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, dans un contexte, tu sais, extérieur, mettons que parce qu'il y a du réseautage qui est informel, si tu veux. Mettons, tu vas une game de hockey pour tes enfants, quelque chose de même. Sure. Ouais, exact. Le voisin, ça donne que c'est un prospect intéressant, mais tu vas pouvoir tout de suite facilement pitcher ton entreprise parce que tu le fais toutes les semaines. C'est ça. T'as raison. Devant du monde. Oui, c'est ça, ça se transverse dans d'autres contextes. Exactement, de clientèle, que tu dis, oh mon Dieu, c'est toutes les compétences de communication, de verbaliser mon offre, apprendre à bien verbaliser, puis aussi, j'adore ça, je te l'ai dit, là, une grosse avantage, c'est la structure, mais d'être chronométré aussi. Oui. Puis, tu vois, il y a des personnes qui... J'ai vécu l'expérience du BNI, là. Tu m'avais invité, puis je te remercie, mais il y a des personnes qui dépassaient, tu sais. Attends, on va passer au prochain. Tu sais, c'est pas OK, la prochaine fois, je vais reformuler. Tu sais. Puis il y avait des gens qui faisaient des ponts avec d'autres membres, des sketchs comme créatifs aussi. Là, mais t'es chanceux parce que t'es allé dans le meilleur. Là. Celui de Bonaventure, c'est pas mal. Ben, j'en ai vu. Il y en a qui sont. Je suis biaisé parce que c'est mon BNI, mais parce que il y en a plusieurs à travers la province des groupes. Il y en a qui sont à 100% virtuels. Il y en a d'autres qui sont présentiels, il y en a qui sont hybrides. Mais le nôtre, il y a la particularité que les gens sont très professionnels, dans le sens qu'ils se préparent. Puis ça, c'est assez aléatoire d'un BNI à l'autre. C'est assez bien en général. Là. Sure. Mais ça, là, il est particulièrement... ça fait un wow en général quand tu viens. C'est-tu parce qu'il il doit y avoir une présélection, évidemment, de membres, dans le sens les gens qui veulent rentrer, il faut qu'il y ait une telle catégorie, on cherche tel type de personne, non? Sans fausse modestie, je veux dire que l'excellence engendre l'excellence. Je sais pas si j'ai déjà donné une référence de livre, je sais pas si t'en veux un autre. Ben oui, vas-y. Il y en a un qui est très, très intéressant. Ça s'appelle The Rules of No Rules. Puis c'est un livre qui a été écrit sur Netflix, sur comment ça fonctionne à l'interne chez Netflix. Nice. Puis Netflix, en fait, il n'engage que les meilleurs de l'industrie. Je comprends. Exclusivement. Puis en fait, c'est un employé chez Netflix, puis que tu penses que tu vaux plus cher que ce que tu vaux. Netflix t'invite à faire le tour de ses compétiteurs, d'aller voir comment est-ce qu'ils peuvent te payer, puis de revenir les confronter avec ça, puis ils risquent même de te donner plus que ce que tu es allé chercher. De négocier ton salaire, comme ça. De négocier ton salaire comme ça. Puis t'encourages. Wow. Non, on va voir. Puis tu sais quoi? Si tu veux partir de Netflix, ils vont te donner une prime de départ. Ils vont te remercier de partir de Netflix. Incroyable. Fait qu'ils ont découvert que c'était super pratique de faire ça parce que à un moment donné, s'ils faisaient des rondes de financement, ça a beaucoup bougé Netflix. Tu sais qu'au début, ils envoyaient des CD par la poste. Ben oui. Right? Ça a changé, là. Ils ont migré, il y a eu des rondes de financement, puis à un moment donné, ça n'a pas marché comme ils voulaient. Ils ont mis dehors 80% de leur personnel. C'est ce qui est arrivé? Ils ont un gain de productivité de 20 à 30%. Fou. Complètement capoté. Fait qu'ils se sont rendus compte que c'est ça. Mais tu sais, quand on slack 80% du monde, puis on est plus productif. C'est quoi la... Ouais, l'excellence. Parce que tu as les bonnes personnes. Parce que tu as juste gardé les meilleurs. Puis les meilleurs ensemble, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'encouragent dans l'excellence. Fait que ce qui se passe, c'est que c'est pas juste un peu meilleur qu'avec quelqu'un d'ordinaire, c'est des dizaines de fois meilleur que quand t'es... Fait que c'est... Ben, en tout cas, je ne rends pas justice au livre. C'est vraiment intéressant. Mais c'est un peu ce principe-là. Je dis pas qu'on est tous les meilleurs, mais il y a un souci de vouloir être à la hauteur, puis tout le monde s'encourage, se tire vers le haut dans ce groupe-là. C'est très... Ça se voit. Donc, la qualité de l'entrepreneur augmente nécessairement en t'impliquant dans le groupe. La proximité avec d'autres gens qui... Puis c'est ça, tu sais, je te dirais, en entreprise, essaye d'aller avec des gens que tu admires, tu sais, de résultats avec des gens que tu penses qu'ils peuvent t'apporter de quoi, qu'ils peuvent t'apprendre de quoi. Tu sors de ta zone de confort, puis tu sais, la modestie d'apprendre de ces gens-là. 100%.
j'aimerais qu'on va sauter du coq à l'âne, on va revenir dans la prospection de téléphone. J'ai l'impression que les entrepreneurs ont peur de déranger. Oui. Évidemment, de prendre le téléphone, mais aussi de contacter à froid, que ce soit n'importe quel canal. Peur de vente. Peur de faire des... On attend que les gens nous approchent. Oui, mais tu sais, premièrement, quand tu as quelque chose à vendre, c'est ta responsabilité. C'est pas celle du client. Ouais. Parce que moi, ce que je trouve assez drôle, c'est des gens qui vont essayer de garocher toute leur offre de service à un client en lui disant, moi, je suis capable de tout faire, puis voilà la liste des choses que je peux faire. Maintenant, toi, travaille, trouve là-dedans ce que je peux faire pour toi, puis reviens-moi. C'est un peu la mentalité en général quand les gens connaissent pas trop ça. Tu sais, quand les gens aiment ce qu'ils font aussi, ils ont un peu le feeling que c'est tellement hot ce que je fais que j'aurais pas besoin de me forcer. Mais non, je te le dis, là, moi, j'ai des campagnes, ce qu'on appelle du monde pour leur donner de l'argent. On les appelle, leur dire, regarde, là, on a une subvention, on a des millions de dollars à donner, est-ce que ça vous intéresse? Puis, guess what? Il y a du monde qui trouve le moyen de nous dire non. Non, merci, ça m'intéresse pas. Ah ouais? Je te niaise même fait qu'ils refusent de l'argent. Tu sais, juste pour te dire à quel point il faut travailler pareil pour convaincre son client. Fait que oui, on dérange un client, mais quand on l'appelle à brûle-pourpoint, cependant, c'est légitime. Particulièrement quand tu fais du business to business. Oui. Déjà, en partant, même si tu fais du B2C, un client, si tu as du respect pour ton client, tu vas évidemment respecter son temps. Tu ne vas pas l'accaparer pendant des heures parce qu'il a pris le téléphone. Oui. Tu sais. Cependant, déjà, quand tu pars avec l'idée que tu veux lui proposer quelque chose pour améliorer sa qualité de vie, déjà, il y a quelque chose de légitime. Cependant, dans le B2B, business to business, là, écoute, les gens que tu appelles, eux autres aussi, ils ont quelque chose à vendre. Fait que si ça les dérange de se faire solliciter, là, il y a un petit problème, là. Parce que c'est correct pour eux de vendre, mais c'est pas correct pour les autres. C'est ça. Il y a comme... Fait que solliciter une entreprise pour proposer ses services, c'est très légitime. Ça ne rend pas ça plus facile pour autant, mais c'est légitime. Donc, il faut partir avec ça, déjà, avec l'idée. Si tu crois en ce que tu fais, puis que tu veux aider ton client, tu as le droit de le solliciter, mais tu veux le faire avec tact puis avec respect. Fait que nous, vraiment, c'est chez Atelier B2B, c'est vraiment notre fierté de transformer cette expérience-là qui est vue un peu péjorativement par les 100%. gens en quelque chose de professionnel minimalement et d'agréable même. Parce qu'on ne sort pas de bras des prospects de nos clients. Tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'on attire l'attention. Fait que, on prend en charge pas mal tout ce qui est défrichage, envoi de courriel, briser la glace, faire les suivis, les relances. Puis, ce qu'on fait, c'est tout ce qui est attirer l'attention du client. On existe, on est là. OK? Ensuite de ça, générer son intérêt pour éventuellement avoir une rencontre. Puis, tu sais, on le fait dans le respect, là. Qu'est-ce qui sera un meilleur moment pour qu'on s'en parle? Est-ce que vous êtes intéressé à parler? Tu sais, vraiment, on y va avec beaucoup de respect. Et après ça, on boucle les rendez-vous directement dans l'agenda de nos clients. Puis là, après, quand notre client rencontre son prospect, souvent même, il va avoir il va manifester son appréciation sur l'approche. Parce que plutôt qu'essayer d'y placer une offre de service au complet au travers de la gorge à la première conversation, nous, on a vraiment une méthodologie. Si on brise la glace, on se présente. Si on sent que la personne a de la résistance, on va réfuter des objections. S'il y a trop de résistance, on va booker des relances, on va faire des suivis. Tout ça pour que dès que la personne, le client potentiel, soit, disons, prêt psychologiquement à rencontrer le client, c'est là qu'on va booker la rencontre. Je ne te cacherai pas qu'il y a des domaines où on est plus persistant que d'autres parce que le domaine l'impose. C'est plus difficile que d'autres. T'sais. OK. Plus persistant dans quel sens? Est-ce que tu vas être plus actif dans les objections, dans les réfutations, dans les... Littéralement. OK. OK. Veux-tu me donner... As-tu des secteurs d'activité une mise en situation, par exemple, ou un secteur d'activité, oui? Ben, il y a des secteurs d'activité où c'est beaucoup plus difficile à avoir l'attention des gens. OK. Déjà, tomber sur les décideurs. Plus ce que tu as à vendre coûte cher, plus... C'est ça. Ce que tu as à vendre est impopulaire. C'est plus... Il y a des facteurs qui font que c'est plus difficile. Le prix, plus c'est cher, plus c'est difficile. Le niveau de décideur, si tu veux parler à un VP d'une multinationale, ça va être pas mal plus compliqué qu'au président d'une start-up. La zone géographique, mettons, si tu es dans le Grand Montréal, la sollicitation est bien plus intense qu'à Saint-Tite. Là. Oui. Hein? À Saint-Tite, tes appels sont contents. On s'entend.
viens prendre un café. C'est juste qu'ils ne te font pas un petit massage d'épaule, là, tu sais, quand tu arrives là-bas. T'sais. Mais à Montréal, oublie ça, là, les gens... Ils sont hyper sollicités. Le pire, à ma connaissance, c'est New York, puis je te dirais Toronto est pas loin. C'est désagréable faire de la prospection là-bas parce qu'ils sont trop sollicités. Même j'ai une alternative pour ce genre de choses. Et tu fais de la prospection autant pour clients anglophones que francophones, de ce que je comprends? Absolument, oui. Incroyable. OK. Ce que je veux savoir avec cette question-là, c'est client américain, client à New York, un client à Toronto. Mentalité anglophone versus francophone, je pense qu'il y a une différenciation de culture sur les appels téléphoniques de sollicitation. Fait que je me demande, c'est quoi la réceptivité par rapport à ces deux cultures-là? Est-ce qu'il y a une différenciation? La réceptivité? Oui. Anglophone versus francophone. Est-ce que le speech va être différent? Est-ce que les questions, la tonalité, tu sais, comme... Bien, ce qui va être différent, c'est que les ressources que je vais affecter déjà à la sollicitation. Parce que la sollicitation... OK. Les appels à froid, oui. Même si les appels tièdes, parce que... Tiède? Oui, parce que ce qui se passe, OK? Moi, je fais quelque chose qui est assez unique, qui s'appelle la prospection dynamique. La prospection dynamique, c'est... Tu sais, le téléphone, plusieurs gens ont déjà annoncé la disparition de la prospection, ça ne marche plus, puis c'est pas vrai. Ça marche du feu de Dieu, ça n'a jamais marché aussi bien que maintenant. Cependant, ça s'est inscrit... dans un écosystème de sollicitation. Autrement dit, ça fait partie de la sollicitation, puis des fois, c'est pas suffisant tout seul. Il faut l'accompagner d'autres choses. Il y a deux cas de figure. C'est intéressant, je continue là-dessus? Okay. Je te laisse la plancher, vas-y. Fait que, donc, il y a deux cas de figure où c'est nécessaire de faire d'autres choses. Okay. Quand tu as une clientèle élitique, quand tu as une, je dirais, il y en a trois. Clientèle élitique qui a un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions, OK? Fait que tout le monde veut travailler avec eux autres. Ils ont de l'argent. Right? Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont extrêmement sollicités. Ça veut dire qu'ils deviennent imperméables à une sollicitation téléphonique. Je comprends. Tu me suis? Maintenant... Donc, il n'y a pas de rétroaction. Là. C'est vraiment ces zéros. Ils ne répondront pas au téléphone. Okay, ils ont des systèmes téléphoniques pour bloquer les appels. OK, ouais. Puis la réception va bloquer les appels. C'est une autre stratégie. Tu n'as pas le choix. Mais tu sais, la réalité, là, c'est, imagine, si tu es directeur des finances d'une multinationale, là, si tu commences à répondre au téléphone à tout le monde qui veut te vendre de quoi, tu vas faire ça 40 heures par semaine. Non? Ben oui. Fait que ça n'a plus de fin. Fait qu'il y a une raison que c'est normal. T'as raison. Right? Okay. Puis ça, c'est un cas de figure. Un autre cas de figure, c'est la plus jeune clientèle, tu sais, ta génération. Comme on l'a dit un petit peu plus tôt dans l'entrevue. Le téléphone, pas tellement confortable avec ça. Bon, qui m'appelle? Je sais pas c'est qui. Exactement. Fait que tu vois, cette clientèle-là, il faut tout simplement l'avertir que hey, le téléphone va sonner, capote pas, c'est juste moi, je veux jaser avec toi. Fait qu'il faut faire ce job-là, nous, pour nos clients. T'sais? Fait que ça, c'est les deux vraiment nécessités. Je dirais la troisième que j'ai rajoutée, c'est la distance. Oui. Parce qu'on le fait de deux façons, la prospection dynamique. Soit avec les médias sociaux pour la jeune génération. Oui. Médias sociaux, puis placement médias en ligne, tout ça. OK. Puis, pour la clientèle élitique et la clientèle éloignée, on fait des envois postaux personnalisés. Pas confondre avec du publipostage. Des envois postaux personnalisés. Fait que le nom du décideur est dessus. Puis, ce que c'est, en fait, c'est une accroche marketing avec un objet promotionnel. Puis, t'envoies ça pour casser la glace, plutôt que de prendre le téléphone. Puis ça fonctionne extrêmement bien. Puis ce que ça fait, c'est que ça donne un prétexte à tes clients potentiels de prendre ton appel qui va suivre. Parce qu'il est nécessaire l'appel après. Là. Tu fais juste envoyer ta bebelle, les chances que la personne qui est hyper sollicitée se dise « Il faut vraiment que j'aille voir si je peux pas leur acheter de quoi. » Non. Mais au moins, tu as fait une impression. Tu as créé une impression. Ce que tu veux, c'est soit les faire réfléchir, les faire rire. Fait que, j'ai plusieurs exemples que je pourrais te citer. Là, dans l'envoi postaux, justement, ça va être inscrit, ça va être personnalisé à la personne, mais quand tu dis que tu vas faire rire, c'est dans l'objet promotionnel, c'est dans Il faut avoir une accroche marketing. OK. Pour que les gens se souviennent de l'entreprise, pour par la suite, que ça soit littéralement ton introduction à ton appel. Fait que si, mettons, tu as une entreprise qui fait 10 millions, tu es super sollicité, puis je te dis « Bonjour, je suis Hugo, je fais de la prospection téléphonique, j'ai quelque chose, je te suggère d'en faire. » Oui, merci beaucoup, au revoir. Mais si je t'ai envoyé, par exemple, un objet promotionnel qui t'a fait sourire par la poste, qui t'a vu mon logo, t'as peut-être été dit « C'est qui ce monde-là qui m'envoie cette patente-là? » Ça m'intéresse. Si ça reste dans ta tête, puis là, si quelqu'un appelle pour dire « Hey, il y a Atelier B2B au téléphone. » Ah, passe-moi les dons, voir. Ah, là, ça augmente énormément le taux de réception. Ensuite de ça, quand on parle aux gens,
on fait plus un appel à froid, là. C'est pas « Oui, bonjour, monsieur, j'ai quelque chose à demander, monsieur l'acheter. » C'est plus « Hey, mon patron vous a envoyé quelque chose. Est-ce que vous l'avez reçu? » C'est incroyable. Ben oui, c'est vous autres les malades qui m'avez envoyé ça, cette affaire. C'est quoi cette affaire-là? Ben justement, tu sais, on fait ça pour se faire connaître un peu. Hey, en passant, mon patron, il aimerait ça passer un petit 15 minutes au téléphone avec vous, là. Il y a telle affaire qui a changé chez nous. J'adore ça. Avez-vous du temps la semaine prochaine? C'est ça. Ça fonctionne très, très bien. Fait oui. Je suis parti de midi non, mais, 14 heures, mais en tout cas. Parce que les gens pensent, je veux dire, mon Dieu, l'envoi postal, c'est tellement outdated, là, c'est comme si pas réseaux sociaux, ça fonctionne pas. Ben justement, parce que tout le monde fait ça. Il n'y a personne, il n'y a pas grand monde qui le font. Oui, j'ai quelques concurrents qui le font. Ils le font surtout version très de base, là, mais moi, c'est vraiment, je fais un travail avec mon client. Oui. Ce qui rend la démarche extrêmement amusante. Tu sais, je peux te donner des exemples si tu veux. Ben oui. J'ai un client en ce moment, lui, il fait de la sécurité informatique. Okay. Puis, ce qu'on a fait pour choisir l'accroche marketing, c'est qu'on a réfléchi, bon, c'est quoi qui caractérise son entreprise? Là, on revient mission, vision, valeur. Fait que ce qui se détachait, c'était la fiabilité. OK? Fait que j'ai fait quelques propositions. Certaines ont été rejetées, puis la proposition qui était retenue, c'était d'envoyer un coussin, un oreiller. Pourquoi? Parce que l'accroche, c'était avec le nom de l'entreprise. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Oh my God, c'est cool. Fait qu'imagine, t'es directeur d'informatique d'une grande entreprise, tu reçois un coussin. T'as un petit mot avec qui dit, et je peux dire le nom, c'est correct? Oui, bien sûr. Donc, Eco6 IP, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Puis là, il y a un petit texte accompagnant qui explique. C'est une entreprise familiale québécoise qui est là depuis 50 ans, qui fait avancer le domaine, etc. Mais pas de « achète notre affaire », puis c'est ça. Juste une introduction. Puis après, le téléphone sonne. Donc, oui, bonjour. Toi, mon équipe à moi, OK. Une semaine après avoir envoyé le cadeau corporatif. Fait que là, le travail qu'on a fait avec le client, c'est de voir qu'est-ce qui te représente. Après, j'ai soumis je t'épargne les autres objets qu'il y avait avec les autres accroches. Il a choisi celle-là. On fait l'acquisition des coussins. J'ai du monde qui fait de la manutention. On envoie ça par la poste. Une semaine après, on appelle. Bonjour. Mon patron vous a envoyé quelque chose par la poste, un coussin. Est-ce que vous l'avez reçu? Ben oui. Alors, c'est quoi cette affaire-là d'envoyer un coussin? C'est bien drôle. C'est oui, mais c'est parce qu'on veut faire passer le message que, nous, on peut dormir tranquille avec nous, tout ça. Puis, en passant, si vous avez une petite demi-heure la semaine prochaine, mon patron, il aimerait prendre, vous expliquer un peu ce qu'on fait avec telle solution. Puis, ce que ça fait, là, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est un peu comme un tour de magie. Un tour de magie, tu attires l'attention de quelqu'un ici. Là. Oui. Puis, c'est comme, ce qui se passe, l'action est là. Ouais. Fait que l'attention est mise sur le matériel promotionnel, mais ce qu'on est en train de faire, c'est en train de booker un rendez-vous de grande qualité. Parce que de demander à froid, c'est clairement, je veux dire, le fameux speech « Bonjour, voici mon nom, je travaille pour telle entreprise ». On a créé un prétexte en or. Un prétexte pas juste pour nous de le contacter. Je t'ai envoyé un coussin. Non, un prétexte pour le décideur de prendre l'appel. Parce que ce que je dis à mes clients quand ils sont... ils sont pas trop décidés à aller de l'avant avec la prospection dynamique. Je leur dis, un client d'envergure, pour lui, la prospection téléphonique pure, c'est comme un acouphène. C'est un bruit qui dure toute la journée. Il y a zéro raison de prendre un appel plus qu'un autre. Mais si tu lui donnes une raison, comme il a envoyé quelque chose... Tu sais, il y a aussi, je te parlais de Cialdini, Influence. Je ne sais pas si ça t'intéresse de lire le livre, mais il parle des 6 stratégies d'influence naturelle chez l'humain, tout ça. Puis il y en a une, c'est la réciprocité. Tu sais, quand tu vas, mettons, au Costco, tu sais, ils te donnent des petites bouchées, hein? Ouais. C'est pas pour rien qu'ils te donnent des petites bouchées. Parce que les chances que tu achètes ça, ils viennent d'exploser, là. Pourquoi? Parce que c'est la réciprocité. Les humains se sentent redevables quand on leur donne quelque chose, parce qu'on est des bêtes sociales. Si tu me donnes quelque chose, ben je vais te redonner je te dois quelque chose, ne serait-ce que mon attention. C'est ça. C'est vrai, puis Costco, c'est un bon exemple. Je veux dire, ça doit être la seule place au monde qui vend encore des hot dogs à 1$. Là. Oui, 50, puis tu te dis, mais il y en a qui disaient, moi, je m'en vais juste là pour... Genre, je vais passer ma commande, mais en réalité, le but, c'est de la petite friandise à la fin, de commander sa poutine de son dog. Absolument. Puis, tu sais, hier, pas plus tard qu'hier, je rencontrais Marquis,
qui est le directeur de la version business de justement Costco au Québec. Puis il est marqué, il disait, regarde, on perd de l'argent là, avec ces hot dogs-là. Oui, c'est ça. Vraiment, là. Ouais. Mais ça fait partie de l'entreprise, puis les gens adorent ça, puis ça nous fait ailleurs, l'argent va ailleurs. Donc, c'est winner pour eux. Coq à l'âne, est-ce que tu veux me parler justement, là, on parlait pas mal d'ateliers B2B, est-ce que tu veux me parler des autres entreprises, des autres projets en parallèle? Oui, j'ai une autre entreprise qui s'appelle Télétravail Académie. Puis ça, c'est une entreprise, je te dirais, qui est nécessaire, par contre, un petit peu trop avant-gardiste pour le monde du corporatif, mais ma clientèle est plus dans je te dirais, le communautaire, puis tout ce qui est paragouvernemental, tout ça. Parce que, disons, les choses comme elles sont, là, le confort, le bien-être des employés est prioritaire pour ces entreprises-là, plus, tu sais. Fait que Télétravail Académie, c'est une entreprise qui fait de l'optimisation du télétravail en entreprise. Puis, en fait, ce que ça fait pour vrai, c'est d'aider les entreprises à trouver c'est quoi leur équilibre entre présentiel puis virtuel, qui n'est pas le même pour toutes les entreprises. Il y en a, c'est 100% comme la mienne. Puis, il y en a d'autres, c'est 0%. Mais c'est important de le savoir. Parce que si tu ne le sais pas, tu peux... Puis, il y a des choses aussi qui sont méconnues, comme, tu sais, il y a plusieurs volets du télétravail sur lesquels on agit. Moi, je suis entouré d'une trentaine d'experts dans plein de secteurs d'activité, ergonomes, ingénieurs informatiques, CRHA, etc., pour vraiment aider les gens à optimiser leur télétravail. Puis, tu sais, je te dirais, un des manques, je l'ai nommé, ergonome. S'il y a quelque chose qui devrait être un automatisme dans toutes les entreprises, c'est une consultation avec un ergonome pour les employés en télétravail. Donc, ergonome, quelle est parle-nous Est-ce que tu es familier avec l'ergonomie? Ben, je connais l'ergonomie du bureau de travail, de l'environnement de travail. Exactement, c'est une science vraiment d'optimiser les installations pour l'occupation, le travail humain, pour l'humain. Parce que ça va impacter... ça l'impacte incroyablement le travail, le confort. Tu sais, ça fait 2 ans que tu fais du télétravail, puis tu as le dos arqué, puis tu es devant ton ordinateur portable, sur la table de la 100%. Cuisine. Ça va pas bien, là. Tu n'es pas installé pour travailler confortablement, puis ça va créer des enjeux comme déjà des maladies professionnelles, des douleurs au cou. Ça va créer de l'absentéisme, des manques de productivité, tu sais. Fait que juste, puis tu sais, il y a vraiment des petits trucs pour t'organiser facilement à la maison, sans avoir à faire les investissements massifs pour être plus ergonomique. Par exemple, si tu n'as pas de chaise ergonomique, comme là, une petite chaise ergonomique, ben, tu sais, déjà, tu peux prendre une serviette de plage, tu roules, tu te fais un petit coussin en arrière. Tu veux avoir minimalement un écran à hauteur de tes yeux. Fait que pour faire ça, tu peux mettre littéralement ton écran sur une boîte de souliers, si tu veux, là, tu sais. C'est pas... Tu vas avoir les bras à 90 degrés pour pas avoir... Puis les angles de tes mains, tu veux que ce soit à plat. Pour pas développer les tendinites, tu sais. Ça a l'air nono, mais si tu fais ça pendant des mois, ça se peut que tu aies une tendinite, là, tu sais. On est des humains, tu sais, qu'il faut prendre soin de notre côté plus animal. C'est tellement important, donc, d'amener un expert, justement, qui va pouvoir t'accompagner puis te conseiller sur... Ça, c'est un aspect, la santé, bien-être, mais il y a des aspects légaux. Il y a des entrepreneurs, en fait, il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'entendre dans le monde plus corpo, là. Mais la réalité, c'est que la santé et sécurité de l'employé chez lui est la responsabilité de l'employeur. La savais-tu, celle-là? Non. C'est la loi. Donc... Mais il y a un enjeu. Puis là, ça vient doubler l'importance de l'intervention d'un ergonome parce que l'enjeu, c'est que ça l'empiète, cette responsabilité, avec un droit. Le droit à l'intimité, le droit à ne pas être dérangé de ton employé. Fait que, tu sais, il faut que je suis responsable de ta sécurité chez vous, mais si ça ne te tente pas de me laisser rentrer chez vous, tu sais, c'est un peu empiéter sur la vie privée des gens. Fait qu'il y a comme cette contradiction-là dans la loi. Fait que je te dirais, l'intervention d'un ergonome vient régler le problème. Donc, ça vient régler ton côté légal. Tu réponds à ton engagement. Tu fournis à ton employé les outils pour, tu sais, les recommandations et tout ça. Si jamais le gouvernement revient vers toi, tu peux dire, regarde, c'est ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait tout ce que je pouvais. Okay? Puis l'employé, premièrement, il a de la valeur déjà. Il peut mieux s'installer ici. Puis il se sent valorisé par l'entreprise, tu sais.
Ça, c'est un des aspects. Je te dirais, il y a vraiment 3 volets principaux, puis il y a plein de choses qui se greffent à ça là, pour l'optimisation du télétravail. Il y a le volet légal, comme je te dis, il y a le volet santé-sécurité, puis il y a le volet technologie. Parce que sans technologie, il n'y en a pas de télétravail. Donc là, on parle logiciel, ordinateur. Oui, autant hardware que software. OK. Avoir les bonnes performances. Puis tu sais, toutes ces choses-là s'entrecoupent parce que, tu sais, au niveau technologique, tu peux faire, par exemple, de la surveillance accrue de tes employés. Il y a des logiciels où tu peux vraiment surveiller à quel point l'employé est actif, que l'ordinateur se ferme si tu n'es pas actif. Il y en a qui c'est vraiment des caméras qui épient ton employé Mais c'est pas légal. Puis il y a des gens qui, encore une fois, qui se servent de ça puis ils savent pas que c'est pas légal. Fait il y a un équilibre à trouver entre au moins ces 3 aspects-là, mais il y en a d'autres. Puis, tu sais, moi, ce que je fais à travers Télétravail Academy, je commence par faire ce que j'appelle une cote hybride. Ouais. Parce que l'hybride, c'est vraiment pas mal la norme. C'est rare le 100% télétravail. Fait que je fais une évaluation sommaire de au moins ces 3 aspects-là. Plus l'intégration du télétravail, sa gestion. La santé-sécurité. Je donne une note aux employés, aux entreprises plutôt, sur chacun de ces points, une note globale, un peu comme à l'université. Oui. Puis après, je leur fais des recommandations. Okay. Souvent, ça va passer par un diagnostic organisationnel du télétravail, qui est un document étoffé d'une 20aine de pages avec au moins 3 experts impliqués. Puis après ça, un plan de formation puis d'intégration. Okay. C'est vraiment ça, Télétravail Academy. C'est complet. C'est un bel accompagnement qu'on ne pense pas, justement. Ça devrait quasiment être le gouvernement qui fait ce job-là, je te dirais. Puis tellement que j'ai vraiment eu beaucoup de support du gouvernement du Québec là-dessus. Okay. J'ai fait quelques cohortes, justement, subventionnées. Mais tu ne peux pas vraiment, par souci d'indépendance gouvernementale, tu ne peux pas vraiment travailler avec le gouvernement, mais il y a comme des institutions comme l'ERAS, qui a été notre première cohorte. Okay. C'est un acronyme, c'est une organisation qui veut vraiment le rayonnement des entreprises régionales. Là. Fait que c'est elle qui a mené le projet. Puis là, tu vois, j'ai fait des cohortes qui étaient subventionnées à 75% par le gouvernement. Okay. Parce qu'ils voient la pertinence de l'optimisation du télétravail. Clairement. Tu sais, j'ai eu des entreprises qui étaient néophytes en télétravail. Oui. Vraiment, là, ouvrir 2 logiciels en même temps, c'était compliqué, là. J'ai eu ça. Jusqu'à la multinationale qui a déjà en place puis on a apporté de la valeur à tout le monde, à tous les niveaux. J'adore ça. Puis je veux dire, l'espace de bureau aussi, à optimiser au bureau. Tu sais, ton bureau de travail ressemble à quoi? L'équipement utilisé, est-ce que c'est bien... L'ergonomie, c'est pas juste à la maison, c'est vraiment au bureau. Là. Right. Ton bureau chez vous, c'est important d'y voir. Oui. Mais voir un ergonome, c'est tout aussi. Je pense que les gens qui mettent de l'avant l'avantage du travail en présentiel disent, ben il y a un aspect peut-être de motivation qui est difficile chez mes employés quand ils travaillent à distance. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être moins efficaces, il y a peut-être un peu plus de procrastination. Fait que d'avoir un environnement fermé, du moins un bureau fermé dans où on habite, c'est quasiment un must. Moi j'ai pas l'opportunité d'avoir une pièce fermée, donc je m'adapte. Mais pour beaucoup, tu n'as pas le choix. Je veux dire, si tu fais beaucoup d'heures de travail. Mais tu sais, une autre chose qu'on offre, c'est pour les gens qui sont en télétravail, qui n'ont pas le luxe d'avoir un bureau fermé. Right. C'est l'accompagnement. C'est arrivé à quelques reprises d'avoir un expert en harmonie familiale. Fait que la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient te donner des outils pour être capable de gérer pas juste tes enfants, mais ton partenaire, ta partenaire, tes colocs. OK, ça répond là, on négocie ça parce que là, je travaille. Fait que, tu sais, il donne les outils pour. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce que l'entreprise, elle est où, qu'est-ce qu'elle a de besoin. Après ça, là, on fait un plan de formation pour répondre aux besoins parce que c'est tellement différent d'une entreprise à l'autre. Que tu as besoin de personnaliser, tu sais, c'est comme ça. Tu sais. Puis, il y a aussi que le fait qu'il n'y a pas de solution donnée. Il faut faire des choix. L'entreprise, tu sais, en télétravail, tu as du monde qui triple leur vie en télétravail, qui sont heureux puis qu'ils veulent juste faire ça. Il y en a d'autres qui haïssent ça pour mourir. Juste y penser, ça leur donne la nausée. Right? Toi, tu es un entrepreneur puis tu as du monde là, qui sont... Mettons, tu as une centaine d'employés puis tu es là d'un bout à l'autre du spectre. Fait qu'est-ce que tu fais?
Tu fais plaisir à Tu fais commander lui, tout le monde, ouais, tu fais plaisir à l'autre. Fait qu'il faut faire des compromis, il faut C'est faire ça. des choix. Exact. Fait que c'est nous, ce qu'on fait, évidemment, ce qu'on aide les gens à voir, au moins comprendre. D'éclairer ta direction. Laquelle que tu veux, c'est-tu à FNAF, c'est-tu full présentiel, full distance, mais faut que tu aies une direction. Absolument. OK. Puis, mais il y a une chose, par contre, qui est la clé dans le succès de tout ça, c'est l'implication. OK. Fait que tu veux impliquer tes employés. Oui. Quand bien même que la décision finale ne leur convienne pas, tu les consultes. Parce que ça va les responsabiliser. OK? Ils vont se sentir engagés dans la modification, dans l'évolution de l'entreprise. Puis, tu sais, c'est une preuve de respect aussi. Donc, tu les consultes. Puis, par la suite, tu prends une décision éclairée avec les... Si c'est vraiment... En plus, tu risques d'apprendre de quoi, puis de faire des meilleurs choix parce que tu parles de tes employés. Puis ça, c'est souvent, c'est pas le réflexe, justement, c'est le réflexe du communautaire, je te dirais, ou du paragouvernemental, mais le corporatif, moins. Mais de plus en plus, je commence à avoir de plus en plus d'avoir une clientèle parce que en 2026, tu vas avoir un cerveau sur ton payroll, il faut que tu offres le travail à distance un peu. Parce que la minute qu'il y a une personne qui a des compétences qui sont convoitées, elle va l'avoir ailleurs, l'option. Fait qu'il faut que tu donnes une place à ça, tu sais. Puis puis il doit y avoir beaucoup de questionnements à avoir avec ses employés, tu sais, savoir, toi, tu as une préférence, clairement. Puis moi, si je me questionnais par rapport à ça, c'est vraiment le mode hybride, tu sais, que j'ai pu essayer 100% distance, 100% présentiel. Faut que j'aille certaines journées que je vienne au bureau, tu sais, puis juste faire des podcasts, c'est le fun, mais c'est pas pour rien qu'on est dans un espace de coworking, parce que c'est le fun d'avoir des petites discussions au café. C'est le fun de jaser aux gens, puis c'est comme, hey, là, j'ai telle affaire que je vis, c'est comme, mais encore une fois, c'est le fun de côtoyer d'autres humains. Puis encore une fois, tu as des gens qui leur personnalité, c'est écoute, moi, je suis bien dans mon petit chez moi, puis je suis performant dans ma bulle. Ben, je veux pas trop étirer là-dessus, là, je sais pas c'est quoi ton plan de match, là, mais... oui, c'est vrai qu'on a dépassé. C'est pas grave, on va continuer. C'est que t'es correct? OK. Fait que, je te dirais, il y a des enjeux surprises avec le télétravail. Okay. Moi, ce qui m'a vraiment le plus surpris, tu sais, mes business sont 100% télétravail depuis 20 ans. Fait que c'est pas pour rien que j'ai lancé cette entreprise-là, parce que j'ai vraiment beaucoup d'expérience. Puis j'ai appris en le lançant qu'il y avait beaucoup d'expertise à impliquer, tu sais. Fait que, mais les surprises en télétravail, c'est l'agisme. Ça, c'est... L'agisme. Wow, man. Ben, les gens qui sont le plus aptes à travailler en télétravail, d'après toi, c'est qui? Quel âge? 30 ans? 20 à 30? Non. Mon âge. Pourquoi? Parce que moi, ma vie est faite. Mon réseau, il est fait. J'ai rencontré mes blondes, j'ai eu mes enfants, mes amis, j'ai les ai, ma vie sociale est faite, là. J'ai pas besoin de développer ça. Parce que c'est déjà fait. C'est déjà là. Fait que j'ai pas besoin qu'on me dise « Hey, Hugo, il faudrait peut-être aller voir tes amis. » Non, j'en ai des amis. Moi, c'est ça, exact. C'est ça, tu sais. Fait que maintenant, un jeune, c'est vraiment ton réflexe, c'est tout à fait normal, tu sais. Un jeune, oui, il est computer literate, et tu veux dire, il va apprendre un logiciel en 5 minutes. Mais si t'en cabanes une jeune de 20 ans, là, tu sais, dans la fleur de l'âge, dans la même pièce, à pas voir personne, à juste travailler, mentalement, il va y avoir des enjeux, là. Tu sais? Je suis d'accord. Puis, tu sais, on est à l'âge où, à 20 ans, il faut voir du monde, il faut rencontrer des gens, il faut socialiser. On a vécu ça à travers la pandémie, d'être resté cloîtré chez nous, puis par force des événements, mais ça crée quoi? Ben, l'anxiété, du stress, des mal de vivre parce qu'on est pris dans notre chambre tout le temps, puis là-dessus, tout le temps. Tout le temps sur le téléphone et l'ordinateur. Puis tu te dirais qu'un des trucs qu'on enseigne d'ailleurs au personnel dirigeant, c'est d'encourager tout ce qui est, le terme m'échappe en ce moment, non officiel, non officiel. Dans le sens que tu fais au travail. Mettons, tu vas à la machine à café, puis là, tu jases. Ouais. Ce genre d'activité-là, ça m'énerve que le mot ne me revienne pas. Ça va me revenir si je te parle d'autre chose. C'est activité anodine. Il y a un terme pour ça. Ça va me revenir. Mais on comprend l'idée. Tu veux créer ce genre d'activité-là, tu veux l'encourager, même en virtuel. Tu sais, qu'il y ait, par exemple, des discussions entre employés où la direction n'est pas impliquée. Laisse-les se parler. Laisse-les interagir. Bien sûr. Je te dirais, je t'ai parlé déjà de mon événement Innovante. Hein? Oui, dans notre rencontre. Ouais.
OK. T'es-tu à l'aise qu'on en parle 100%. ici? Ben oui, exactement. OK. Donc, Innovante, je dirais, ça vient un peu rassembler les deux parce que, en fait, c'est un lieu de rassemblement physique qui a lieu une fois par année. Puis ça a le lieu à la Grande Bibliothèque des Archives nationales du Québec, si c'est pas tellement loin d'ici. Puis c'est un événement annuel pour la communauté du développement d'affaires business to business. Cool. T'étais pas là pendant les 2 premières années. C'est quand? C'est le 18 septembre prochain de 2026. Je peux-tu venir? OK. Je vais te laisser venir même si t'étais pas là. Peut-être. Fais-moi tes preuves, on verra. Non, mais c'est intéressant. Oui, ça serait vraiment cool d'être là. Tu vois, la première année, on était 120. 120. L'année passée, on était 211. Cette année, on attend 300 personnes. Excellent. Fait que, tu sais, c'est conférences, ateliers, on a des panels de discussion aussi. On a réalisé que plus la journée avançait, évidemment, c'est au niveau cérébral, mettons, on est plus disponible en matinée, tu sais, puis on est plus frais. Fait que, mais tu sais, puis l'interaction l'après-midi, c'est plus le fun. Fait qu'on fait plus ateliers, panels l'après-midi. Puis on fait plein d'activités de réseautage. Fait que ce qu'il faut que je te suggère de faire, là. On a un réseautage le matin, on a des pauses de réseautage de 30 minutes, on a un dîner, on a un réseautage l'après-midi, puis on a un 5 à 7 après. Tu sais? J'adore. Le mot de tantôt, informel. OK. Tu veux que tes employés fassent de l'informel, qui parlent entre eux, qui discutent, qui échangent, qui construisent des relations qui sont autres que juste travailler. Oui, c'est ça. Sortir du cadre du travail. Puis, tu sais, un exemple de l'importance de ça, là, c'est un des premiers clients que j'ai eu, c'est une firme d'avocats. La firme d'avocats était extatique. Pourquoi? Parce que leur productivité avait explosé en télétravail au début de la COVID. Oui. Puis, ce que ça leur disait, là, c'est que dans 2 ans, là, le loyer qu'ils payent à un coût de dizaines, voire centaines de milliers de dollars au centre-ville de Montréal, on n'a plus de besoin. Puis, ils font plus d'argent. Fait que ça popait le champagne. Mais ce qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est que tous les employés cherchaient un job ailleurs. Toutes. Pourquoi? Il n'y avait pas d'informel. C'était business, tout le temps. C'est que t'es comme enchaîné à ton ordinateur, puis tu travailles de 8 heures le matin, puis le bureau d'avocat. On s'entend-tu que ça fait des heures qui n'ont pas d'allure, ce monde-là? Mais c'est possible, même dans ce mode-là, de créer cet informel-là? Absolument. Mais en fait, la différence, c'est que c'est pas naturel. Il faut que tu l'encourages, il faut que tu le fasses. Je peux te donner un exemple. Je pense que la métaphore la plus efficace par rapport à ça, c'est tu sais, moi, j'ai une voiture électrique. OK? Avant, j'avais une voiture à explosion, là, une voiture au gaz. Les deux, ça fait un volant, ça tourne, t'accélères, tu vas à la même vitesse, mais ça ne gère pas de la même façon. Si je veux me rendre à Québec, il faut que je planifie mon affaire. Il faut que je m'arrête là, je recharge pendant 1 heure, après ça, il faut que je m'assure que sur le chemin du retour aussi, j'ai un autre, puis il faut que j'ai une application qui va me dire mon parcours. Bien sûr. Tandis que l'auto, oui, ça va me coûter pas mal plus cher de gaz, mais au moins, il y a du gaz à tous les coins de rue. Autrement dit, c'est facile. C'est comme plus le présentiel. Tu l'as tout de suite. C'est disponible, d'accessible. Tandis qu'en virtuel, qui est plus comme l'auto électrique, je te dirais, il faut que tu le planifies. Il faut que tu planifies ton informel. C'est vrai. Puis il y a plusieurs histoires à succès. Il y a des entreprises qui font une rencontre hebdomadaire pour parler d'autre chose que du travail. Fait qu'ils vont parler de tout un chacun. Telle personne a gagné le concours de danse. Des fois, ils vont parler de l'entreprise, mais à 1000 pieds. Tu sais, on voit la vision l'année prochaine, peut-être faire une acquisition. Mais tu sais, pas le day-to-day. Il y a ça, il y a des machines à café virtuelles que tu peux faire sur une base à toutes les... C'est vraiment... Si tu peux faire ça, là, au moins 1 fois par semaine. Tout le monde est invité. Des dîners aussi virtuels, c'est une bonne chose à faire. Donc, tu sais, tout le monde vient dîner, tout le monde s'installe avant son ordi. Puis, si tu as un employeur qui est sympathique, ben il va leur envoyer un repas traiteur à tout le monde, puis let's go, tout le monde mange la même chose, tu sais. Ou un dîner en présentiel aussi, peut-être un petit cocktail 5 gars. C'est sûr, si tu peux le faire, c'est encourageant. Des fois, tu n'as pas toujours le loisir de faire ça, mais effectivement. On arrive à la fin de l'entrevue, c'est super intéressant, puis, my God, une belle discussion deep, très élaborée. Ça mène aux 2 dernières questions que je t'avais posées dans notre rencontre. Rendu avec ton expérience d'entrepreneur, quelle est ta vision du succès? Comment tu définirais ton propre succès? Le plaisir. Le plaisir à faire ce que je fais, tu sais. Puis, c'est encore aujourd'hui, moi, j'ai le grand bonheur de ne pas voir mes journées passer. Puis, je les ai déjà vues passer, mes journées. Tu
sais, vraiment faire des jobs que j'aimais pas, là. Puis, je te dirais, un des grands avantages d'être entrepreneur, c'est que l'ennui est complètement à l'écart de l'équation, là. L'ennui, ben non, il n'y en a pas. Tu t'ennuieras plus probablement du reste de ta vie professionnelle. C'est un entrepreneur. C'est-à-dire pas que ça va être facile, que ça va être le fun tout le temps, mais l'ennui, c'est... Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Après, il faut que tu te mettes des barèmes pour prendre du temps pour toi. C'est peut-être une question que je pourrais te proposer aussi. En dehors du travail, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? Oh boy! Déjà, je dessine, fait que je fais de la bande dessinée en dilettante. Malheureusement, trop en dilettante, mais j'ai l'intention de présenter un projet sous peu pour publication. Sinon, j'écris aussi en ce moment un truc pour les vendeurs, destiné aux vendeurs récalcitrants. Donc, justement, pour accompagner les gens qui n'aiment pas ça, pour les réconcilier avec... fait que j'écris ça. Okay. Je m'entraîne beaucoup, en fait, parce que ma fille s'est vengée sur moi. OK. J'ai une fille de 25 ans, puis il y a quelques années, j'ai commencé à courir avec... En fait, elle a commencé à courir avec moi. Je cours pour me tenir en forme. Puis j'ai donné comme cadeau de fête un demi-marathon de Montréal. Oh, OK. Fait que ça l'a terrorisé. OK. Bien, on en a fait 2 ensemble depuis. Puis là, elle s'est vengée. Elle m'a inscrit pour ma fête au marathon complet. Tu sais, à 55 ans, un marathon complet, c'est terrorisant. Fait que là, en ce moment, je cours, oui, par plaisir, mais par nécessité. Oui, si je suis pas en shape, je ferai pas capable de faire la distance. Est-ce que ça... T'as hâte d'être confronté à cet effort-là, ou tu te vois comme ça, oh my God, ça va être... Ben, comme je sais, tu sais, pour faire mon premier demi-marathon, j'en ai couru tout seul de mon bord 2 avant. Pour être sûr que je suis fier, je suis orgueilleux un peu aussi, tu sais, ça vient avec le territoire normalement, avec les entrepreneurs, fait que ça me tentait pas de perdre papa la face. Aussi, là. Papa aussi, tu sais, que les enfants, il semble qu'on ne voit pas arriver. Fait que j'ai l'intention un peu de faire la même chose avec ça. Fait que je vais être prêt rendu. Mais c'est ça. C'est pas juste, tu sais, un marathon, c'est pas juste le marathon. C'est vraiment la préparation à prendre là, tu sais. Ah mon Dieu, oui. Il y a vraiment un parallèle à faire avec le monde des affaires aussi. Dernière question qui fait du sens qui fait un lien avec tout ça. Si tu avais la chance de parler d'une version de toi-même de 25 ans, aujourd'hui même, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh my God. Je pense que j'aurais beaucoup de choses à raconter. Je pense que je serais beaucoup... je l'inviterais à être... à tellement moins se soucier de l'opinion des autres, là. Tu sais, il y a un moment... Moi, personnellement, en fait, ça a été très long avant de me défaire de cette mauvaise habitude-là, puis je le suis pas complètement, là, tu sais. J'aime les gens, donc l'opinion des gens est important aussi. Sauf qu'il faut lui donner son espace dans ta réflexion, puis c'est dans ton processus décisionnel, tu sais, ça devrait pas être ce qui fait prendre tes décisions nécessairement ce que les gens pensent. Fait que, tu sais, c'est sûr que moi, je confondais respecter les gens avec, tu sais, trop se soucier avec ce qu'ils pensent. C'est trouver l'équilibre entre ces deux-là, tu sais. Puis si j'avais su ça à 25 ans, là, puis tu sais, que je l'avais assumé, puis que je pense que je serais arrivé plus vite, je serais plus épanoui. J'aurais été plus épanoui. Tu penses, Beaucoup plus jeune. Aujourd'hui, je me sens épanoui, là. Bien sûr. Mais si j'avais fait ça, ça serait arrivé plus tôt, je crois. Oui. C'est quand on est jeune, en tout cas, peut-être que notre génération change un peu ça, mais dans le sens comme de pas prendre de risques par peur de manquer, si tu manquer son coup, genre. Si tu permets, là, ouais. moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on casse beaucoup de sucre sur votre génération, sur le dos de votre génération. Puis on est lâche. J'aime pas ça, le fait que, tu sais, on vous blâme pour votre réalité. Parce que la réalité que vous avez, là, c'est l'embarras du choix. Vous êtes constamment bombardé d'options. D'overload. Tout le monde veut votre attention. Ouais. Fait que c'est ça qui cause
une difficulté de s'engager à faire quelque chose. Ce nuage-là, le Il y a nuage. tellement de possibles. Ouais. Ouais, mais je fais ça, moi, mais je pourrais faire telle chose. Puis il y a ça, il y a aussi on vous Oui. fait miroiter la célébrité instantanée, tu sais. Avec les réseaux sociaux. Avec les réseaux sociaux, on encourage les gens à être fake, à se montrer sur son meilleur jour, alors que... Pour aller chercher des vues. C'est ça. Fait que non, tu sais, c'est normal qu'il y ait plus de confusion, parce que c'est de ça que tu parlais, de C'est de la confusion. C'est le nuage d'avoir peur de prendre action par... Parce que tu sais, il y a tellement les possibles. Mais Illimité. moi, je vous dis, là, le meilleur service que vous pouvez vous rendre, c'est de vous écouter. Oui. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? C'est Vraiment, ça. là, tu sais. Puis là, tu sais, tu vas avoir les réactions comme « Ouais, mais c'est difficile et tout ça ». Ça va... N'importe quoi que tu vas choisir à faire, même difficile. la job la plus lâche que tu peux pas penser, là, ça va être difficile anyway. Oui. Tu es aussi bien de prendre quelque chose que tu aimes, puis que tu raison. vas avoir du plaisir, même si tu n'as pas la réussite raison. que tu voudrais, là, mais tu vas avoir du plaisir à le faire, tu sais. Il y a un adage chinois qui dit si tu veux attirer des papillons, Sois un papillon. tu fais un jardin, fais un beau jardin. OK. Ouais, c'est... Okay? Ben oui. Fait que les papillons vont venir. Ben oui. Tu sais quoi? Si les papillons ne viennent pas, ben t'as un beau jardin. T'as un beau jardin, pareil. Ben oui. Ben oui. Reste un beau jardin. C'est vrai. C'est de te bâtir toi-même. Dans le fond, C'est c'est de qu'on découvrir. travaille sur toi. Mhm. Tu sais, sois la personne que tu veux. Puis tu sais, aussi, faut être... moi, je suis pas un idéal. Là. Je veux dire, j'aime bien qui je suis, mais j'ai mes défauts. Là, tu sais, mais vivre avec. Tu apprends à vivre avec tout ça. Ah oui. C'est cultive ton jardin, si tu veux. Puis, tu sais, c'est comme un terreau fertile pour, justement, le succès vienne vers toi, tu sais. Puis après, même si le succès vient pas vers toi, mais tu es satisfait de ta personne, c'est un peu ça la métaphore. Puis, ce que je trouve bien dans notre génération, c'est qu'on est des créatifs, on veut peut-être sortir des bornes qui sont établies, tout ça, on veut changer un peu la game dans certaines choses, mais encore une fois, c'est le nuage, c'est d'essayer des choses, mais on n'est pas sûr, on a peur, encore une fois, de mettre notre argent, de faire un move, ou par peur de déplaire à certaines personnes, encore une fois. Souvent, c'est les parents qui disent « Ah, mais c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça, tu sais. » Puis là, t'es sûr? Puis là, t'es là peut-être en hésitation. Fait que tu prends... Au bout de la ligne, il n'y a pas de décisions qui sont faites, tu sais. Et au sens même, je crois qu'on prend pas le temps de se comprendre, de se connaître. J'ai une suggestion par rapport à ça. OK, ouais, vas-y fort. De se donner le droit de se tromper. OK. C'est correct de se tromper. T'as le droit d'essayer quelque chose, puis c'est pas ça marche pas, puis c'est pas grave. Ben, dans le fond, c'est juste pas grave. Voilà. OK. Puis tu sais quoi? OK. Le fait de t'être trompé risque fort d'être extrêmement formateur pour trouver ta voie, puis ça va t'avoir appris des choses qui vont t'aider quand tu vas être sur la bonne voie. Mais essayer des affaires, puis tu sais que ça marche pas, essaye-les. Si ça t'interpelle, essaye-les. Tant que tu peux. C'est ça la joie d'être jeune. C'est que tu as l'énergie d'essayer plein de choses. Hugo, je vais te poser une question, là, puis je pense avoir une bonne réponse. C'est une question que je reçois souvent de mes amis puis d'autres personnes qui me côtoient. C'est comme, mais ça tente pas de faire, mettons, un travail qui te passionne. Tu sais, là, ils me disent, mais Anto, je sais pas qu'est-ce qui me passionne. Je sais pas qu'est-ce que j'aime. Moi, je suis jaloux de mon garçon à ce niveau-là. J'ai un garçon de 20 ans. Il a tombé tout de suite sur sa passion. À 20 ans, il sait qu'est-ce qu'il veut vivre. C'est un vidéaste. OK, c'est cool. Ah ouais, sérieux? Nice. Ici. Puis il étudie là-dedans. Il étudie à Jonquière. Le seul cégep qui fait ça, là. En vidéographie? Public. Je me sais pas c'est quoi le nom du programme, là, mais il a trouvé sa passion comme live. Mais moi, ça m'a pris une éternité. C'est ça. La plupart des gens que je connais, ça prend ça. C'est un travail en soi de chercher qu'est-ce qui... Mais pour y arriver, si tu t'écoutes comment tu te sens. Hey, je suis bien là-dedans, je suis en train de faire ça. Puis un bon truc pour savoir si tu es à la bonne place, là, c'est que les inconvénients sont acceptables par rapport aux avantages. C'est-à-dire, oui, il y a ça que j'aime pas tant faire, mais c'est tellement cool de faire tel autre aspect que ça me dérange pas d'avoir cet inconvénient-là. Quand tu es rendu là, tu commences pas mal à être à la bonne place. J'adore ça. Merci pour tes connaissances que tu nous partages aujourd'hui.
C'était une entrevue pleine de sens. J'espère que tu as aimé ton expérience aujourd'hui, l'heure qu'on a passée ensemble. Moi, j'ai adoré. C'est très, très agréable. J'ai l'impression de ne pas t'avoir laissé beaucoup d'espace au micro. C'est très généreux de ta part de m'avoir... merci pour ton temps, j'apprécie ça. Puis c'est vraiment une belle entrevue. J'ai hâte de publier ça, évidemment, sur nos réseaux. En espoir de pouvoir inspirer des jeunes qui nous écoutent. Te dire, regarde, peut-être que tu es perdu, tu vas essayer des choses. Lance-toi et essaye-le. Peut-être c'est peut-être trop de dire ça, là, mais s'il y a des jeunes qui écoutent ça, bien sûr, ils ont des questions pour moi, qui n'hésitent pas à me contacter via LinkedIn. Bonne idée. Moi, s'il y a une chose que j'aime faire, c'est rendu, je pense que c'est l'âge, je pense, qui fait ça. C'est que tu aimes transmettre tes connaissances. Oui. Fait que souvent, je vais avoir des jeunes entrepreneurs qui veulent peut-être travailler avec moi, puis ça va me faire plaisir de leur accorder du temps un petit peu pour les aider à se mettre les yeux en avant les trous si jamais ils pensent que je peux les aider à faire ça. J'adore ça. C'est une mission pour toi, peut-être, d'être en rôle de mentor, d'accompagnateur? Ben, ça l'est devenu par la force des choses. Je pense que l'événement Innovante, ça vient de là. C'est de créer une communauté du développement d'affaires. Notre nouvelle patente, on en a un autre qu'on fait Innovante pour les décideurs au mois de mai, qui est Innovante décideurs. Puis ça, c'est pour les directeurs, les ventes. Fait que, tu sais, c'est transmettre les connaissances puis créer quelque chose qui va nous, tu sais, qui est plus grand que soi-même, là. Tu sais, j'adore ça. Qui va nous survivre. C'est ça l'âge, je pense aussi. J'ai une chose que je peux mentionner. Je propose toujours de faire un part 2 au podcast qu'on a fait aujourd'hui, 1 an plus tard. Donc là, on va se situer en mois de janvier 2027. Savoir les nouveautés, qu'est-ce qui se passait. Puis c'est le fun de faire une relance aussi au niveau du podcast. Fait que tu es toujours le bienvenu. Ah oui, ça serait drôle. Ça cool? Clair, hein? Oui. De toute façon, on va se voir dans d'autres contextes, mais tu vas avoir vu notre événement en plus. On va pouvoir en parler ensemble. Oui, la Chambre de commerce aussi. En tout cas, on prend en jaser. Puis aussi le Lincoln Live que tu m'avais parlé, que tu m'as invité. Donc ça va être super le fun. En tout cas, merci beaucoup. Puis à la prochaine, mon cher. À la prochaine. Merci beaucoup. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.